aborder dans cette deuxième partie les objections courantes par rapport à cette thématique de la dépollution. Alors, la première qui nous fait beaucoup rire maintenant au courant constructif, tellement elle est systématique chez ceux qui n'y connaissent rien, c'est ceux qui nous disent oui, mais la nature fait ça très bien, ça s'appelle un arbre. Donc, sous-entendu, vos technologies de pollution ne servent strictement à rien puisque la nature a déjà inventé tout ça dans sa grande divinité. Ça s'appelle un arbre, l'arbre étant effectivement une technologie naturelle qui capte le carbone. Et donc, par exemple, j'avais vu encore une fois cette objection quand récemment Elon Musk a lancé ce concours Carbon X Prize en disant mais je vais donner 100 millions de dollars à l'entreprise qui saura me présenter un modèle pour capturer 1 gigatonne de CO2. Et il y en a qui ont mis dans les commentaires ah ben c'est bon, moi je sais, on va mettre des arbres. Maintenant, raboule le fric, Elon. Et donc, c'est effectivement une objection qui revient tout le temps. Alors, elle revient pourquoi finalement? C'est très simple. Parce qu'il y a des gens qui veulent des solutions, mais uniquement à condition qu'elles soient naturelles. Et donc, pour eux, la nature étant supérieure à l'esprit humain, à la connaissance humaine, eh bien, il faut se tourner vers ce que la nature a fait déjà depuis des siècles. Et nous, petits humains, nous ne pouvons rien inventer de mieux. C'est là qu'est l'intérêt aussi d'une réflexion un peu chiffrée sur les technologies de capture carbone qui effectivement sont quand même beaucoup plus puissantes que les arbres en termes de quantité de gaz à effet de serre qui sont stockés. Voilà, donc que réponds-tu habituellement à ces gens qui t'objectent la technologie arbre? Je leur réponds que l'arbre, il a des masses et des masses d'avantages, qu'il est indispensable. Je veux dire, on ne fera pas la transition écologique sans reforester massivement. Ils font partie de la solution au même titre que la capture technologique du carbone. Ils en font partie, c'est inéluctable. On ne pourrait pas faire l'un sans l'autre. La réduction des émissions de carbone, c'est on change de transport, on change d'agriculture, on change pour en émettre moins, on capture du carbone par l'industrie, mais aussi on restaure l'environnement. On rétablit la biodiversité, parce que rétablir la biodiversité, on voit par exemple, il y a une start-up qui veut recréer le mammouth pour pouvoir lâcher des mammouths dans la Sibérie. Alors, il y en a qui se disent c'est n'importe quoi, mais non, c'est pas n'importe quoi. Un mammouth, il bouffe 140 kilos d'herbe par jour. 140 kilos d'herbe qui va repousser et donc capter du carbone. Et en plus, le mammouth donne de la viande, si nécessaire. Donc, c'est très intelligent. Il faut des gros animaux qui broutent beaucoup pour pouvoir capturer du carbone. Et puis donc, les arbres remplissent ce rôle. C'est vrai quand ils disent, c'est pas, quand on lit un commentaire railleur, ouais, c'est pas comme si la nature ne le faisait pas depuis des millions d'années. Bah, c'est vrai, mais ça ne représente pas grand-chose en fait. Et même le bilan d'un arbre peut être négatif à la limite, sous certaines circonstances. Mais surtout, son relâchement est imprévisible. Là, par exemple, on a connu, il y a 10 ans en arrière, la folie de la construction en bois. Alors, on a eu énormément de construction en bois partout parce que ça capte le carbone. Oui, jusqu'au moment où la maison, elle brûle. Hein. Et ça, on ne sait pas quand c'est qu'elle va brûler. Ou jusqu'à ce qu'elle soit pourrie. Parce qu'une maison en bois, ça pourrit. Ça vit combien de temps? Ça existe combien de temps, une maison en bois? Moi, mon chalet, le chalet que j'occupais avec ma femme à Blonay, il datait de 1952. Il y avait tout un tas d'endroits pourris. Le plancher de la cuisine était pourri. Il y avait le bas du mur nord qui était pourri. Donc, je veux dire, c'est pas qu'il était de 1752, non, non, et non, non, il était de 1952. C'était un chalet qui, à l'époque, avait donc 60 ans. Donc, ça ne vit pas éternellement, une maison en bois. Ça a une espérance de vie. Et au fur et à mesure qu'elle pourrit, ben, elle relâche ce CO2. Donc, c'est quelque chose qui est non quantifiable et qui est surtout non prévisible. De fait de construire en bois, on ne sait pas quand on va relâcher ce CO2. Et donc, ça fait que d'un côté, on se retrouve avec des masses d'arbres. Si on les laisse pousser, ils vont devoir tomber. Une partie du carbone qu'ils auront récolté durant leur vie va repartir dans l'atmosphère. Une partie va aller dans le sol, se transformer en azote et engraisser le sol, mais une partie sera relâchée dans l'atmosphère. Ou alors on les abat avant, quand ils sont matures, pour en faire quelque chose. Mais soit on les utilise brutes
Puis dans ce cas-là, on sait que fatalement, la construction qu'on aura fait avec, elle va relâcher ce carbone à un moment donné. Et de toute façon, l'abattage et le transport et la transformation du bois en eux-mêmes sont déjà énergivores. Donc ça fait que le bilan final, quand on prend tout de l'arbre sur la capture du carbone, c'est pas grand-chose. Hein. En chiffre absolu, on plante 1000 milliards d'arbres, comme l'ont dit des scientifiques, ça représente tant de capture du carbone. Oui, mais ce carbone, ils vont le rendre, d'une façon ou d'une autre. Ils vont le rendre, c'est obligé. Donc, c'est l'essentiel de tout ce qu'ils auront capturé à terme, à horizon de 100 ans, 200 ans, 300 ans, ça sera relâché dans l'atmosphère. Et donc, le bilan, il est de toute façon quasiment nul. L'arbre rend des masses de services qui sont impératifs, c'est-à-dire que de mettre des arbres dans les villes, ça abaisse la température de la ville, ça abaisse le point chaud que représentent les endroits habités, et donc ça permet d'économiser de la climatisation. Ça épure l'air, donc ça permet d'améliorer la qualité de vie. Ça permet d'amener des flux hydriques dans les villes et donc de cultiver les villes, d'arracher le bitume pour pouvoir avoir des jardins potagers dans les villes ou des jardins fleuris. La moindre fleur capture du carbone. On dit les arbres, mais tout ce qui pousse capture du carbone. Mais pour résorber le carbone que nous avons émis, les 1000 gigatonnes qu'on a émis en 150 ou 200 ans, il faudrait être 10 000 fois plus efficace. Merci. Donc maintenant, deuxième objection, c'est les gens qui nous disent que ces technologies, justement, ne sont pas du tout au point, qu'on parle de choses qui sont encore à l'étude, qui n'ont pas encore fait leurs preuves, etc. Alors, que réponds-tu à ces gens-là? Je leur réponds déjà, toi, tu as parlé d'Orca, qui vient d'être mis en route, qui va récolter 4000 tonnes par an. Ouais, c'est pas beaucoup, 4000 tonnes. Oui, mais c'est juste un proto pour montrer que c'est efficace. Après, si c'est efficace, si ça récolte bien 4000 tonnes par an, on va déjà investir 250 millions pour en récolter 1 million de tonnes. Les Chinois créent une usine qui va capturer 1 million de tonnes. Carbon Engineering est en cours de développement d'une usine qui capturera 1 million. Non, c'est peut-être 500 000. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est peut-être 500 000 tonnes. Mais je veux dire, ils avaient prévu cette usine pour 250 000 tonnes par an. Et avant même qu'elle soit construite, le RODIT qu'ils ont lancé en 2012 quand ils ont créé leur unité pilote et qu'ils ont abouti en 2016 a montré que non seulement c'était plausible, mais qu'en plus, elle était 6 fois plus que ce à quoi ils s'attendaient. C'est-à-dire que c'était 6 fois plus rentable que ce que leur business plan avait prévu initialement. Donc, c'est quelque chose, c'est indiscutable que ça existe et que ça fonctionne. Parce que mine de rien, Carbon Engineering, avec son unité pilote, a extrait 150 ou 200 000 tonnes. C'est juste un prototype. Et puis seulement Carbon Engineering, à eux tout seuls, avec leur petite unité, ont extrait 200 000 tonnes. Climeworks, la société fonctionne en vendant des abonnements qui permettent de décarboner son empreinte. Tu payes tant par an, puis pour cet argent, on capture l'équivalent du carbone que tu as produit, puis on l'enterre, on le stocke. Et donc, ça fait que si ça ne marchait pas, ça se saurait quand même. C'est difficile de dire que ce n'est pas au point puis que ça ne marche pas, puisque ça se fait. Je veux dire, ça existe. Il y a des tas d'usines dans le monde qui le font, et donc on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Alors, il y a certaines technologies qui ne sont pas au point, comme la photosynthèse artificielle dont je parlais dans la première partie, peut-être l'élevage peut-être la culture de bactéries anaérobies, parce que peut-être que les anaérobies n'aiment pas l'oxygène. Donc peut-être qu'on peut les utiliser pour convertir le carbone, mais pas pour l'extraire de l'atmosphère. Je ne sais pas. Il faudrait poser la question à des chimistes. Il y a peut-être des éléments comme ça. Peut-être qu'il faudrait sélectionner des bactéries qui survivent en milieu aérobie, mais ne se nourrissent que du carbone de sorte qu'elles l'extraient en même temps qu'elles le transforment. C'est possible. Mais globalement, les techniques et technologies existent. Et elles fonctionnent parfaitement bien. Et ça depuis des années. Sans compter que je rappelle que, comme je le disais, Exxon le fait depuis 1974. Ok, alors ça nous amène à l'objection suivante qui est, bon, oui, bon, d'accord, ça fonctionne à très petite échelle, mais c'est hors de proportion par rapport à ce qu'il faudrait faire
pour que ce soit à l'échelle. Et là, il faudrait tellement d'usines dans le monde qu'on n'aura jamais le temps de toutes les construire pour résoudre le problème du changement climatique. Donc, c'est un petit peu l'objection de la mise à l'échelle. Ça demanderait d'un effort si considérable qu'on n'y arrivera jamais. Imaginons, on est au milieu d'un champ, au Texas, en 1850, on s'appelle Drake, on a notre petit puits, là, notre petit Derrick qui est implanté là. Il faut savoir qu'en 1810 jusqu'à presque 1830, les paysans appelaient des spécialistes parce que le pétrole envahissait leurs champs, puis donc ça les empêchait de cultiver. Alors ils disaient, venez m'enlever cette saloperie. Et ils payaient pour qu'on les en débarrasse. Hein. Il a fallu créer le marché pour ce pétrole, pour en faire une valeur, pour le valoriser. À la base, le pétrole, c'était un élément indésirable qui polluait l'environnement puis qui empêchait de travailler. Voilà. Et donc là, on s'appelle Drake. Puis d'un coup, il vient un type, bonjour, je viens du futur. Alors, votre pétrole, vous savez qu'on va en consommer 100 millions de barils par jour. J'ai déjà assez de peine pour en extraire 2. Voilà, c'est ça l'échelle. En 1905, les frères Wright ont décollé pour la première fois. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à part les ballons, les montgolfières, un plus lourd que l'air, a décollé. Une montgolfière, elle vole parce qu'elle n'est pas plus lourde que l'air. Ce n'est pas un plus lourd que l'air, c'est un plus léger que l'air. On y met dedans de l'air chaud qui la fait monter. Donc, elle devient plus légère que l'air. L'avion, lui, il est plus lourd que l'air. Et donc, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en 1905, un engin décollé à une hauteur de 3 mètres qui parcourait une vingtaine de mètres. C'était mirobolant. En 1913, on traversait l'Atlantique pour la première fois. En 1920, on créait la première ligne transatlantique régulière. C'est-à-dire qu'on pouvait acheter un billet pour aller à New York en avion. 15 ans plus tard. 15 ans. Pas 50 ans, pas 60 ans. 15 ans. Le changement, la conversion des technologies, elle est mirobolante. C'est exponentiel. Quand les frères Wright ont décollé pour la première fois, il y avait 6 constructeurs d'avions dans le monde. Il y avait Blériot, il y avait les frères Wright, il y avait Meyer en Allemagne. Enfin, ils étaient quelques-uns à faire la course pour le premier qui ferait décoller un plus lourd que l'air. Voilà. Quand la première ligne transatlantique a été créée en 1920, par exemple, il existait la compagnie Lateco Air qui livrait le courrier en Afrique. C'est quelque chose, il y avait 40 constructeurs mondiaux d'avions, des avions qui volaient. Donc, c'est-à-dire, ce n'était plus des prototypes ou quoi que ce soit. Non, non, là, il y avait en 1920, on avait déjà fini la Première Guerre mondiale, durant laquelle il y avait eu des combats aériens avec des triplans. C'est incroyable de penser la vitesse à laquelle ça va. Alors aujourd'hui, on a 6 marques de capture du carbone. Allez, peut-être un peu plus. Oui, il y en a un peu plus. Mais Carbon Clean, Global Thermostat, Carbon Engineering, Climeworks, c'est quelques entreprises qui ont des projets qui sont en fonctionnement, qui sont en fonction. Voilà, il n'y a pas grand monde qui est actif dans le secteur. Mais donc, nous sommes en 2021. En 2020, il y avait déjà plusieurs entreprises qui sont apparues. En 2025, on peut parier qu'il y aura 50 ou 60 entreprises qui existeront dans le monde dans la capture du carbone. En 2030, je suis certain qu'il y en aura au moins 1500. Donc, ça veut dire qu'il y aura au moins 1500 unités de capture du carbone. Je ne dis pas usine, hein. Je dis unité de capture du carbone, parce qu'il faut absolument se mettre dans la tête que la capture du carbone, ce n'est pas des grosses machines qui capturent le carbone. Non, c'est protéiforme. Il y a des tas de techniques de capture du carbone. En Finlande, ils capturent le carbone en utilisant des bactéries qui donnent de la nourriture. Donc, ça ne nécessite aucune énergie. Ils élèvent des microbes et ça donne de la nourriture. Et ça capture le carbone. Voilà. Donc, c'est une agriculture, quelque part. C'est le remplacement de l'agriculture. Il y en a qui capturent le carbone en élevant des insectes. Voilà. Donc, ça, c'est très protéiforme. Et donc, moi, je dis qu'en 2030, il y aura 1500 entreprises qui auront des unités de carbone fonctionnelles.
Et ça fait que Climeworks en a déjà 3 ou 4 des unités de capture du carbone. Carbon Engineering aura sûrement déjà fini sa 2e usine. On peut parier qu'en 2030, il y aura déjà 4500, 5000 unités de carbone de par le monde qui fonctionnent, hein, c'est-à-dire qui capturent du carbone. À ce moment-là, on capturera, allez, on va dire 250 millions de tonnes par an. Voilà. Pour donner un chiffre. Voilà. 250 millions de tonnes par an. Alors, c'est loin des 40 gigatonnes qu'on émet. Mais d'ici 2030, on aura déjà baissé de 40% les émissions humaines. Si en plus, on récupère encore déjà 250 millions de tonnes, ben, ça commence à faire. Ce point-là est très important, Thierry, il faudrait que tu le développes un peu, à savoir que la dépollution ne se substitue pas à la décarbonation. La décarbonation de la société humaine, c'est d'un côté, on émet moins, de l'autre, on extrait. Ça ne sert à rien d'émettre moins. Voilà, c'est ça. Parce que si on arrête totalement d'émettre du carbone, ça ne change rien. Il y a 1000 gigatonnes qui sont dans l'atmosphère. Ça ne va pas inverser le réchauffement climatique. On ira au clash climatique, la même chose. Hein. Je veux dire, si on arrêtait toutes les activités, si on arrêtait la totalité, là maintenant, de toutes les émissions du monde d'un coup de baguette magique, ça ne changerait rien. Absolument rien. Ce qu'il faut, c'est réduire la concentration en carbone dans l'atmosphère. Et donc ça, l'étape supérieure, c'est la restauration de l'environnement, le rétablissement de la biodiversité, la reforestation et l'industrie de capture du carbone. Quand je dis industrie, il ne faut pas envisager machine. D'avoir des plantes dans un système structuré de capture du carbone, c'est une industrie. L'élevage extensif est une industrie. L'industrie, c'est de l'activité. Et donc, seulement la différence, c'est que jusqu'à présent, l'élevage, c'était pour capturer de la viande. Là, on va avoir de l'élevage pour capturer du carbone. Ça produira aussi de la viande, mais on le fera pour une autre raison. Donc, c'est-à-dire qu'on va structurer, on peut imaginer structurer les élevages. Aujourd'hui, on a structuré les élevages pour produire plus de lait. On peut imaginer sursélectionner les bêtes pour avoir des bêtes qui sont beaucoup plus gourmandes, pour consommer plus d'herbe que les autres, par exemple. C'est tout à fait possible. On va donc structurer une industrie de l'élevage dans le but de brouter plus pour faire pousser plus d'herbe pour capturer plus de carbone. Tout ça, ça peut se structurer. Donc, c'est ça, il faut bien s'entendre sur ce terme industriel. Et donc, ça fait que d'un côté, on décarbone, donc on supprime les émissions en changeant de process, en changeant de véhicule, en changeant de matériaux de base. Pas de mode de vie, hein. C'est une croyance qu'il faut changer un mode de mode de vie. Simplement, l'environnement qui constitue notre mode de vie n'est plus constitué des mêmes choses. C'est ça la nuance. Toi, là, je vois ton piano en arrière-plan. On peut imaginer dans l'avenir un piano en fibre de carbone à base de CO2. Et puis du coup, ben, il devient avec les touches en plastique à base de CO2. Et donc, ton piano devient un puits de carbone. Tu vois? Voilà, c'est ça. Les éléments qui structurent notre environnement vont changer. Mais le mode de vie, lui, n'a pas lieu de changer. Il n'y a absolument aucune raison. On va changer d'énergie et la transition écologique, c'est de consommer de plus en plus d'énergie, pas de moins en moins. Ça consiste à être de plus en plus efficient, c'est-à-dire que l'énergie que l'on consomme doit être beaucoup mieux consommée que ce qu'elle était consommée jusqu'à présent, de manière à pouvoir faire de plus en plus de choses avec la même quantité d'énergie, mais on va consommer de plus en plus d'énergie de manière à consommer de moins en moins de ressources naturelles. On va synthétiser les matériaux quand on peut. Et ce n'est pas un vain mot. En ce moment même, au Japon, il y a une start-up qui a inventé un supraconducteur à température ambiante, à 15 degrés, et ils sont en train de développer un système pour fabriquer des câbles qui serviront à être tirés au fond des océans. Supraconducteur à 15 degrés, on ne peut pas dire que ce soit température ambiante, mais il ne fait pas 15 degrés au fond des océans. Et donc, ça fait qu'en déroulant le câble sur 5000 km, eh bien, il est à la température à laquelle il est supraconducteur et donc il y a zéro perte. Sur toute la distance où il est au fond de l'océan, il n'y a aucune perte. Donc, on peut consommer de l'énergie, on peut produire de l'énergie sur l'autre continent puis l'amener chez nous. Ça ouvre ce genre de perspective et surtout, on a consommé de l'énergie pour fabriquer le matériau
au lieu de consommer de l'énergie avec des camions ou des rétropelles pour aller l'extraire d'une carrière. C'est ça la nuance. Donc, on va synthétiser certaines ressources. Donc, l'objectif, c'est d'en synthétiser le plus possible et donc de transférer de la ressource naturelle, la matière première qu'il nous faut, vers la consommation d'énergie. Capturer le carbone et le transformer en matière première, c'est consommer de l'énergie pour en faire de la matière première. On ne l'extrait pas de... On ne fait pas une carrière, on n'ouvre pas une carrière de carbone. Aujourd'hui, le pétrole, on l'extrait du sous-sol. On creuse un trou, on va le chercher dans le sous-sol et on épuise le sol. Le carbone, ce n'est pas le cas. On le prend dans l'environnement, c'est vrai, mais ce n'est pas une ressource naturelle. C'est ça la différence. Et avec ça, on synthétise les matériaux dont on a besoin. Certains. Et donc, l'objectif ultime, c'est d'arriver à tout synthétiser. Aujourd'hui, on n'en est pas capable. Mais un jour, ce sera le cas. Hein. Il viendra un jour, dans 200 ans, 300 ans, 400 ans, il sera possible de fabriquer n'importe quelle molécule à partir d'énergie. Et l'énergie, c'est propre. Quand je dis ça, on me dit, oui, tu parles, tu as vu le pétrole, le charbon, regarde l'Allemagne. Non, mais l'énergie du XXe siècle, oui, elle n'est pas propre. Mais celle du XXIe siècle, elle sera propre. C'est ça la clé. Mais ces technologies de capture carbone, elles consomment énormément d'énergie. Alors, tu connais un petit peu ce réflexe assez jankovicien qui consiste à faire des petits calculs pour montrer que c'est impossible, alors qu'en réalité, les choses se font quand même. Bon. Mais du coup, c'est une objection, malgré tout, qui doit être pris en compte, à savoir le fait que pour le moment, si on prend Climeworks, par exemple, effectivement, ces unités de capture consomment énormément d'énergie. Alors, est-ce que c'est un problème finalement le fait que ça consomme de l'énergie? Est-ce que finalement on ne va pas avoir suffisamment d'énergie pour le faire malgré tout? Et est-ce qu'au final ça va consommer tellement d'énergie que c'est le cas maintenant? Voilà. Alors oui, si on prend Climeworks consomme 2,5 mégawatts par tonne de carbone extrait. C'est très gourmand. Si on prend ça comme référence, parce que ça fonctionne, le gars, là, le professeur, il dit alors 10 gigatonnes. Alors, Orca, ça fait 4000 tonnes par an. Donc, si on veut retirer, ça consomme tant d'électricité par an. Si on veut retirer 10 gigatonnes, ça fait donc tant d'électricité. Alors, évidemment, ça donne un chiffre. C'est juste mirobolant. Oui, mais la capture du carbone, l'extraction du pétrole aussi, elle est très énergivore. Hein. Seulement, il y a des puits de pétrole. On a foré 1200 mètres tout droit. Et puis, ça a donné lieu à 30 millions de litres de pétrole avec une petite pompe extrait. Il y a même du pétrole qui sort en puits artésien. Hein. Il n'y a même pas besoin de le pomper. Et à côté de ça, il y a des puits. Moi, autour de chez moi, il y a des puits de pétrole. Dès que le pétrole descend en dessous de 50 euros, ils arrêtent les pompes parce que c'est plus rentable. Hein. Ça coûte très cher de l'extraire. Ils ont les moteurs électriques, ils font 50-60 cm de diamètre, 1 mètre de long. Ils alimentent ces puits là, qui tournent lentement, qui basculent comme ça, puis qui extraient un petit peu de pétrole. Ça coûte extrêmement cher d'extraire ce pétrole. Donc, c'est extrêmement énergivore d'extraire le pétrole. Si on prenait en référence ces puits de pétrole qui sont autour de chez moi et qui extraient des quantités ridicules de pétrole en consommant des masses d'énergie, ce serait aussi réaliste que de prendre en référence Climeworks pour réduire de 10 gigatonnes par an le carbone dans l'atmosphère. Si on prend en considération le fait qu'on peut extraire le carbone par de la photosynthèse artificielle, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fabriqué les feuilles artificielles, on consomme quasiment plus d'énergie. L'infrastructure, elle est faite. L'énergie consommée, c'est de l'énergie solaire. On ne consomme plus d'électricité qu'il a fallu produire. Si on prend les bactéries qui convertissent le carbone en méthanol ou en plastique, on économise de l'énergie sur la conversion du carbone. Alors que le pétrole, pour la transformation, comme j'ai dit avant, les raffineries françaises consomment 47 TWh. Donc, je veux dire, 8% de l'électricité française sert juste à transformer le pétrole. Juste transformer le pétrole. Pas même à le transporter, hein, c'est hors transport. Hein. Donc, je veux dire, c'est assez énorme quand même. Donc, je dis, oui, c'est vrai, c'est très énergivore. C'est vrai, hein, c'est indiscutable. Hein. À terme, ça va consommer probablement le quart de l'énergie mondiale. Oui, mais le pétrole aussi.
Et le CO2 ne vient pas s'ajouter à l'industrie du pétrole pour la compenser, il la remplace. C'est ça la nuance de taille. Et donc, ça fait que on va peut-être, c'est peut-être plus énergivore, mais on va produire aussi plus d'énergie. La loi de l'échelle de Kardashev nous apprend que d'ici la fin du siècle, l'humanité consommera 6 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui. 6 fois plus. Il ne faut pas oublier que la connaissance est exponentielle. Aujourd'hui, on peine à implanter de l'éolien, il y a des résistances dans la population, la fusion nucléaire, on commence à en parler, mais bon, même en imaginant que le MIT arrive à son premier réacteur commercialisable en 2025 comme il l'envisage, le temps qu'on ait la première usine qui les fasse en série, ça prendra encore 5 à 10 ans. Ensuite, le temps que le premier réacteur sorte de cette usine, il y aura encore 5 à 10 ans. Ensuite, qu'il y en ait suffisamment sur la planète pour produire assez d'énergie, ça prendra encore 10, 15, 20 ans. Parce que tout ça, il faut l'implanter. Alors donc, aujourd'hui, évidemment, on patauge, forcément. Alors donc, ça donne une sensation de suffocation. Mais la connaissance, elle, augmente exponentiellement. On le voit, par exemple, avec les panneaux solaires qui deviennent de plus en plus légers, de plus en plus fins. On est parti de panneaux solaires qui faisaient un poids fou avec des terres rares et consorts en 2010, c'est pas vieux, à des panneaux solaires qui contiennent absolument rien de rare et cher, imprimés sur une feuille de plastique. Feuille de plastique qui peut être à base de CO2, je le rappelle. Hein. Donc ça veut dire on peut la faire en PET, on peut la dépolymériser, donc elle ne pollue pas. Et donc on a des panneaux solaires qui sont 20% plus efficaces imprimés sur une feuille de plastique qui à la surface pèse, je ne sais pas moi, 500 grammes, que des panneaux qui étaient fabriqués en 2010, il y a seulement 11 ans en arrière, qui coûtaient 8-10 fois plus cher et qui pesaient 25 kg au mètre carré. Donc c'est incroyable le changement quand même. Faut imaginer ça. On peut imaginer un jour une peinture photovoltaïque en spray. D'ailleurs, ça existe, mais bon, je ne sais pas pourquoi elle ne s'est pas développée. Il y a peut-être d'autres causes. Hein. Mais un jour, on peut imaginer avoir des peintres qui viendront peindre nos fenêtres, qui mettront une couche transparente, une couche de vernis, avec un capteur en bas, puis hop, les fenêtres deviendront électriques. C'est possible, c'est tout à fait possible. Donc, on réduit progressivement l'empreinte tout en augmentant la performance. Et ça va très vite. À partir de 2050, l'intelligence artificielle va exploser. On voit aujourd'hui, en 2021, il se produit tous les jours une invention du siècle. Des choses qui nécessitaient parfois plusieurs vies. Des inventions qui, en 1920, il y avait des types qui avaient travaillé toute leur vie sur cette technologie. Et c'est ceux qui ont repris derrière, qui ont réussi à la finaliser. Et aujourd'hui, le laborantin, le chercheur, l'ingénieur, il met ça au point en quelques jours, quelques mois, quelques semaines, c'est peut-être quelques années, et il en développe peut-être encore d'autres à côté. C'est quelque chose qui est incroyable, l'exponentialité de la connaissance. Et donc, il faut bien se dire que si aujourd'hui de produire de l'énergie, parce qu'on n'a pas les usines pour construire, on n'a pas encore les usines pour produire assez de panneaux photovoltaïques, assez d'éoliennes, pour recycler tout ça, etc., etc., etc. C'est une filière qu'il faut construire, c'est une nouvelle industrie. Demain, tout ça, ça sera en place. Il sera arrivé des masses de nouvelles technologies. L'humanité n'est pas linéaire. Dans toutes les études qui invalident les concepts, il manque 2 éléments, l'intelligence et la prospective. On se contente de prendre des éléments donnés. On consomme tant de phosphate. Il y a tant de réserves de phosphate. Sans le phosphate, l'agriculture ne produit plus que tant. En telle année, il n'y a plus de phosphate, donc l'agriculture, elle est foutue à ce moment-là. Là, on va crever de faim. Voilà, point. Ce n'est pas une prospective. Alors, on en fait une étude prospectiviste. Voilà, mais tu vois bien, on est foutu. On n'a pas d'avenir. Et moi, je dis, mais non, on arrêtera, on s'en passera, c'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça, on fera autrement. L'agriculture n'a pas besoin de phosphate. C'est seulement l'agriculture actuelle qui en a besoin. Et c'est la même chose pour tous les métaux rares. On me dit, non, mais tel métal, l'indium, voilà, il y a des réserves pour 20 ans.
Puis on en a besoin pour ça, puis ça, puis ça, puis ça. S'il n'y a plus d'indium, on ne peut plus faire ça. Alors ton truc, eh ben, il tombe à l'eau. Ben non, on fera sans l'indium, c'est tout, on fera autrement. C'est con, hein, mais c'est aussi simple que ça. C'est très, très simple. Alors, évidemment, c'est de la très haute technologie, mais les scientifiques savent se passer de certaines terres rares. Et les choses, en fait, elles marchent comme ça. On n'attend pas qu'il n'y en ait plus. Quand tout d'un coup, ça commence à devenir vraiment trop rare, vraiment trop difficile à trouver, qu'on n'arrive plus à trouver de nouvelles sources, le prix monte. Le prix du marché, il augmente, il augmente, il augmente. Ça devient impayable. Donc, ça veut dire inutilisable. À ce moment-là, on se dit, bon, ben, les gars, il va falloir trouver une solution pour faire autrement. Hein. Et puis, on s'adapte et on fait autrement. Si nécessaire, on abandonne une technologie, on en crée une autre qui produit, qui apporte le même service. C'est sur ce haut-parleur-là, sur ce haut-parleur extérieur, j'ai 4 technologies de haut-parleurs différentes. 4 technologies. Donc, ça veut dire, le haut-parleur, ce n'est pas un aimant comme ça, sur lequel il y a un dôme avec un cône en carton et puis fixé sur un châssis. Non, 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 ça peut aussi être des tas d'autres choses. Ça peut être avec une aiguille, ça peut être avec une plaque, ça peut être. Les aimants peuvent être latéraux, ils peuvent être circulaires. Donc, il y a des tas de technologies possibles. Il ne faut pas penser en termes linéaires. C'est clair que si on prend le passé puis qu'on le projette sur le futur, nous augmentons la consommation de gna tant par an. La quantité disponible sera atteint, le pic de la quantité disponible sera atteint à telle époque. Après, ça va décroître. Ben là, on est mort. Évidemment, c'est facile, mais c'est faux. C'est complètement faux. L'exemple type, c'est Jean Covici dans sa super conférence à l'école des mines, où on l'entend dire, donc elle a été tournée, je crois, en 2012. Moi, quand j'avais entendu cette conférence, parce que je l'ai visionnée évidemment à l'époque, j'avais été consterné. Et personne n'a relevé ça, et tout le monde a accepté ça comme ça, sans rien dire. Là, il prend le graphique du rapport Limit to Growth, le rapport de Rome, où on voit la population qui périclite et tout après 2040. Et là, il dit, alors voilà, on va atteindre le pic pétrolier ici, vers 2030, puis après, ben, ça va chuter. Voilà, on va atteindre un plateau, puis après, ben, la consommation, après, ça va chuter. Et là, je ne vois pas bien par quoi on va pouvoir remplacer ça. Et tout le monde a accepté ça. Donc, M. Jancovici ne voit pas par quoi on va pouvoir remplacer le pétrole après 2030, donc on est mort. Voilà. Mais il est le seul au monde à dire ça, hein, éventuellement avec, les autres, avec certains auteurs du rapport de Rome. Mais je ne pense même pas tous, hein, Günther Pauli ne le dit pas, hein, alors qu'il y a participé. Donc, c'est absurde, évidemment. On le sait qu'il n'y aura plus de pétrole. Ben, on va faire autrement. On s'y prépare, d'ailleurs. On est en train. L'humanité s'est toujours adaptée, évidemment. Non, on n'a pas besoin du pétrole. On le sait, donc on va faire autrement. Mais si tu te projettes dans l'avenir, ben, tu es mort. Évidemment. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que l'humanité n'est pas linéaire. Très bien. On passe à la suivante qui concerne le coût de cette technologie. Les gens qui nous disent ce CCUS généralisé, ça va coûter tellement de milliards que finalement on n'aura jamais cet argent pour le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu réponds par rapport à cette objection du coût et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à la question de savoir si finalement, est-ce que ces technologies, elles vont rapporter aussi. Voilà. Donc, c'est à prendre en compte aussi pour l'analyse du coût. Donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu nous dis? Combien elle vaut l'industrie pétrolière? Elle ne vaut pas des milliers de milliards. L'industrie pétrolière, elle vaut 25 000 milliards. Et puis elle rapporte combien? 1500, 2000 milliards par an. L'industrie pétrolière, ce n'est pas seulement les compagnies pétrolières qui vendent leur pétrole. Hein. C'est aussi chaque station-service qui fait son chiffre d'affaires. C'est aussi le fabricant de pompes de station-service, etc. etc. C'est toute une activité énorme qui est colossale. Hein. C'est le fabricant des moteurs que la société qui fabrique les pompes, qui fabrique les stations-service, achète pour mettre dans ses pompes. Je veux dire, voilà, c'est le fabricant des roulements à billes qui sont dans le moteur que le fabricant du moteur achète pour pouvoir vendre le moteur à celui qui fait les pompes de station-service. Donc, c'est ça l'activité industrielle.
Et donc, l'industrie pétrolière, c'est un truc qui est colossal. Aujourd'hui, les échanges mondiaux annuels sur la planète, mais ils sont pas connus en fait, hein. Mais on sait que la masse monétaire mondiale, donc c'est-à-dire la masse des échanges mondiaux qui circulent en ce moment même, hein, à l'instant T, on ne la connaît pas, hein, parce que la vitesse de la monnaie détermine sa masse, et elle n'est pas connue parce qu'on ne peut pas mesurer à un instant T. Il y a tellement de transactions qui se font instantanément partout sur le monde qu'on ne peut pas la mesurer exactement. Mais la masse monétaire mondiale, on peut spéculer dessus sans prendre trop de risques en disant qu'aujourd'hui, elle atteint 250 000 milliards. Puis donc, ces 250 000 milliards, c'est l'argent qui est utilisé pour les transactions. Les transactions sur une année, elles représentent quelle somme? C'est-à-dire de l'argent qui a été investi, puis dépensé, puis réinvesti. C'est des millions de milliards chaque année. Des milliers de millions de milliards de transactions. C'est énorme. C'est des chiffres qui sont absolument colossaux. S'il faut 15 000 milliards juste pour la construction de l'industrie de capture du carbone, seulement la capture du carbone, 15 000 milliards, c'est rien du tout. C'est une paille par rapport aux investissements internationaux. C'est quelque chose, c'est vraiment... il y a déjà presque 25 000 milliards qui ont quitté les secteurs carbonés depuis 2015 à aujourd'hui pour aller vers les énergies renouvelables, la voiture électrique, les batteries, les unités de décarbonation pétrolière, etc., 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 etc. 25 000 milliards. Donc, s'il faut 15 000 milliards, ça n'a rien d'extraordinaire. Cet argent est disponible. Il n'est pas disponible à l'instant T parce qu'il est encore investi dans les anciens secteurs. Mais le désinvestissement se fait. Les centrales au charbon ne sont plus rentables. Aujourd'hui, si on veut financer une centrale au charbon, c'est très, très difficile. Il faut remplir des conditions strictes de modernité. Au Sénégal, ils voulaient une centrale au charbon. Ils ont dû y renoncer parce qu'ils n'ont pas trouvé le financement, parce qu'elle n'était pas assez performante. Il faut qu'elle soit très performante pour que ça marche. 40% des centrales au charbon sur le monde ne sont plus rentables depuis 2015. Elles sont en faillite. Alors, elles sont rachetées à vil prix par des spéculateurs qui ne sont pas des énergéticiens, donc des gens qui les rachètent parce qu'on les leur vend bon marché, parce que le propriétaire préfère les brader plutôt que de tout perdre, parce que si on attend qu'elles fassent faillite, eh bien, on perd tout. Alors, au lieu de tout perdre, eh bien, on vend à la moitié de la valeur, et donc le spéculateur, en rachetant la moitié de la valeur, peut encore trouver de la rentabilité dessus et l'amortir, et après, ben, elles seront fermées, et puis elles seront abandonnées, voilà. Parce que ça ne vaut plus la peine. Et tout cet argent qui se désinvestit des énergies carbonées, il va basculer progressivement sur l'industrie carbonée. Si on me dit qu'il faut aller beaucoup plus vite, je suis d'accord, la question n'est pas là. La disponibilité de l'argent est là. Les investissements ne sont pas si colossaux que ça, parce que la rentabilité est énorme. Il faut imaginer si on se met à fabriquer des avions qui sont en fibre de carbone à la place de l'aluminium. Mais l'aluminium, ça rapporte combien? Ça rapporte l'aluminium. Pourquoi la fibre de carbone, ça ne rapporterait pas? Pourquoi d'un côté, on aurait de la rentabilité, puis pas de l'autre? Toute production a une valeur, d'autant que du coup, comme on a instauré, c'est une adaptation de l'humanité, un coût du carbone, ça fait que le fait de produire des avions qui sont produits en carbone, donc qui décarbonent l'environnement, l'entreprise peut vendre des certificats carbone aux entreprises qui sont polluantes. C'est comme ça que Tesla a dégagé ses premiers bénéfices. Hein. Ce n'est pas en construisant des bagnoles. Hein. Tesla a dégagé ses premiers bénéfices en vendant des certificats à Fiat. Parce que Fiat n'arrivait pas à décarboner son parc de véhicules. C'est là tout l'intérêt d'ailleurs d'une logique systémique, puisque finalement quand on n'est pas dans cette logique systémique, qu'on est dans une sorte de pensée un peu binaire, on se dit, bon, bah, ces technologies vont consommer de l'énergie, donc on va avoir un problème d'énergie, ces technologies vont nous coûter de l'argent, donc on va avoir un problème financier, alors que si on raisonne en termes systémiques, ces technologies vont produire de l'énergie et elles vont aussi rapporter de l'argent. Ben oui. Et si on prend ça en compte, le résultat est complètement différent. Et donc, il faut apprendre à avoir cette réflexion un petit peu systémique si on veut avoir une prospective digne de ce nom, quoi, et ne pas se contenter d'extrapoler sur des problématiques du présent
en les projetant sur le futur. John Covici ou Philippe Biouy, Guillaume Putron et consorts n'ont jamais fait de prospective. Juste de la projection. C'est-à-dire qu'on prend des chiffres, on les extrapole et on les projette. Il n'y a pas de prospective. Oui, voilà. La prospective implique prendre les changements possibles, de tenir compte de l'évolution des externalités positives et pas seulement d'argumenter en disant voilà, on va consommer de plus en plus. Puis quand on dit que voilà, on va mettre en place telle chose, ouais, tu as pensé à l'effet rebond. Tout de suite, il y a cet effet rebond. Et donc, ça n'apporte rien. Parce que l'effet rebond du pétrole, il est pour le moins mirobolant. Ça ne nous a pas empêché d'arriver en 2021. Hein. Donc, c'est pas, on le connaît, et ben maintenant, on va s'adapter à l'effet rebond du pétrole. Il faudrait aussi considérer le coût, ce que ça nous coûterait de ne pas investir dans ces technologies, puisqu'il y a eu un rapport, tu sais, qui a montré que si on continue comme ça, ce réchauffement climatique va nous coûter 600 000 milliards. C'est ce qu'ils avaient calculé. De le faire, ça coûte de l'argent, mais de ne pas le faire, ça va en coûter encore plus. De ne pas le faire va impliquer de devoir adapter toute l'humanité. Les maisons, l'environnement, les voies de communication, tout, sur toute la planète, pour faire survivre l'humanité. Combien vaut l'humanité? Parce que c'est ça. Ça veut dire qu'on doit tout reconstruire. Toutes les maisons sont inadaptées. Toutes les routes vont fondre. Le bitume, il fond à 40 degrés. S'il fait 50 degrés tous les étés, on ne pourra plus rouler, quel que soit le véhicule. On ne peut plus les emprunter. Donc, on doit changer tous les bitumes de la planète. C'est irréaliste. On devrait changer complètement. On devrait repayer la valeur de l'humanité. C'est délirant. À côté de ça, d'investir dans une industrie, surtout qu'en sachant qu'on compense par l'abandon d'autres industries, est quand même beaucoup plus évident. Enfin, il me semble. Voilà. C'est une chose logique. Objection suivante. Alors, celle-là, c'est une objection très populiste, hein, mais bien connue également, qui consiste à dire la capture du carbone, c'est une opération de greenwashing montée par l'industrie pétrolière, puisqu'effectivement, on peut constater que les investissements dans le CCUS, ils viennent très souvent des entreprises pétrolières. Je disais dans ma conférence que Total consacrait 10% de sa R&D au CCUS. On sait que Chevron, Occidental Petroleum, etc. sont derrière le financement de grandes entreprises du secteur CCUS. Donc, que réponds-tu par rapport à ça? On ne devrait pas les appeler des pétroliers. Ce sont des énergéticiens. Ils vendent du pétrole parce que le pétrole est la source d'énergie. Shell a décidé de réduire de moitié sa production de pétrole et de la remplacer par de la production éolienne. Total ambitionne d'être le premier producteur privé mondial d'énergie renouvelable en 2040. Le pétrole, il s'en fout. C'est comme un industriel qui fabrique des rasoirs. Puis ces rasoirs, ils ne se vendent plus. Alors, il se met à fabriquer des micro-ondes. Il s'en fout de fabriquer des rasoirs. Lui, ce qu'il veut, c'est que son usine, elle tourne. Pour Total ou pour Shell, c'est la même chose. Alors, Total, dorénavant, s'appelle Total Energy. Et leur objectif, c'est d'être le numéro 1 mondial privé de l'énergie renouvelable. Et donc, ils investissent dans le CCUS. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscience que le carbone sur lequel ils ont fait tant de fortune en l'émettant au XXe siècle va leur rapporter au moins autant en le récupérant puis en faisant de la nouvelle matière première. Une matière première, c'est une matière première. Ça vaut une fortune. Qu'on extrait du cuivre d'une mine, de l'or d'une autre, de la caillasse dans une carrière pour faire des voies de chemin de fer, ou qu'on extrait le carbone, c'est une valeur, c'est une matière première qui a une valeur. Et donc, ils vont faire de la valeur. Il n'y a pas lieu à se poser la question du greenwashing. Le pétrole ne va plus se vendre. Le marché pétrolier va s'effondrer vers 2040. Les pétroliers le savent, ils en ont fait des études. En 2040, à force d'avoir interdit les chauffages au fioul, chez nous, ils sont déjà interdits, hein, et on va interdire le chauffage au gaz l'année prochaine.
C'est le cas dans de plus en plus de pays du monde. En 2030, le Royaume-Uni va interdire la production, la vente de véhicules thermiques neufs. Donc, ça veut dire de voitures qui consomment du carburant. L'Inde ne veut plus un seul véhicule thermique sur ses routes en 2040. Donc, en 2040, il y a un moment donné où la production de pétrole va rencontrer la courbe de la demande. Ça va se croiser, et puis là, ben, il n'y aura plus la demande. Voilà. Donc, le marché il va s'effondrer. Même si la pandémie a beaucoup réduit les émissions carbone, le monde reste sur une trajectoire qui n'est pas tenable. Toutefois, avec des mesures politiques déterminantes et davantage de choix d'énergie à bas carbone pour les entreprises et les consommateurs, la transition énergétique est possible, assure Bernard Lounet, directeur général de BP. Et aujourd'hui, le pétrole est tellement compliqué à extraire, parce que l'essentiel du pétrole, c'est du pétrole de schiste, donc qui nécessite des forages horizontaux avec des injections de produits sous pression, et c'est les sables bitumineux. C'est fini l'époque du pétrole où on faisait un trou de 1200 mètres, puis on avait des millions de litres de pétrole. Ça, c'est terminé. En Arabie Saoudite, la nappe elle est pratiquement vide. Maintenant, le pétrole, c'est du pétrole qui est complexe à extraire et donc très cher. En dessous de $30 le baril, c'est fini. Hein. La vente ne couvre plus les coûts. C'est aussi simple que ça. Il devient déficitaire. Et donc, il serait fou de continuer. Donc, à ce moment-là, si d'un coup c'est déficitaire, les pétroliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ben, on arrête de produire. Le peu de demande qui reste va plus trouver l'offre. Très rapidement, on va épuiser les réserves. Le pétrole va remonter. Et donc, les pétroliers vont se remettre à en produire. On va reconstituer les réserves. Puis très rapidement, la demande va continuer de s'amoindrir. Donc, de nouveau, il n'y aura plus assez de demande pour couvrir les coûts d'extraction. Donc, ils vont nous arrêter de le produire. Donc, il va baisser. Puis ça va donner un truc comme ça. Et puis finalement, viendra un moment donné où ça ne servira plus à rien de relancer la production. Et donc, ils s'arrêteront. C'est tout. Déjà aujourd'hui, je rappelle quand même qu'avec ce qui s'est passé avec la crise Covid, il y a des milliers d'entreprises d'extraction de pétrole, au Texas en particulier, qui ont fait faillite. Les petits producteurs ont coulé. Hein, parce que le pétrole est tombé à un moment donné, le baril était à moins 37 dollars, moins 37 dollars. C'est-à-dire que les producteurs pétroliers devaient payer pour pouvoir stocker leur pétrole, parce qu'on ne savait plus quoi en faire. Les stocks étaient pleins. Ils ont creusé des lacs dans le désert au Texas pour entasser le pétrole provisoirement là-dedans, parce qu'ils ne savaient plus quoi en faire. Il arrivait du pétrole et tout était plein, tout débordait partout. Alors donc, les producteurs pétroliers devaient payer pour pouvoir se débarrasser de leur pétrole. Eh bien, ça a mis en faillite des milliers de petits producteurs. C'est des exploitations qui sont déjà à l'abandon. Hein, parce que les gros producteurs, eux, ne sont pas intéressés par ces petites unités. Quand il y a une petite unité privée, quand il y a un rancher qui possède un petit puits de pétrole sur son ranch, à lui, ça lui rapporte, bon an, mal an, 200 000 dollars ou 2 millions de dollars par an, ça l'intéresse évidemment. Il vit sur un grand pied. Mais pour une compagnie pétrolière, d'investir les lieux, de racheter le puits, de mettre en place ces circuits et tout ça coûte beaucoup trop cher, ça n'intéresse pas. Ce petit puits, c'est fini, il est abandonné. Là, maintenant, on va au Texas, il y a des milliers de puits qui sont à l'abandon. Tout est là, mais c'est à l'arrêt, c'est fini, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'investisseurs parce que ça ne rapporte plus. Et donc, le pétrole, il meurt. Il est en train de mourir, maintenant. Alors dire, les pétrolières, voilà, bon. Ben non, non, et elles sont en train de changer, les pétrolières. ExxonMobil a compris ils essayent de s'accrocher au pétrole, hein, ils s'acharnent, hein, ils disent qu'on aura encore besoin de pétrole en 2050. C'est des Texans, hein, c'est des conservateurs. Hein. Rappelons que c'est des gens qui croient que l'homme a mangé du dinosaure, que la Terre a été créée par Dieu il y a 6000 ans. Hein. C'est un cliché, mais c'est le cas, hein, je veux dire. On parle de gens qui se promènent avec le Stetson vissé sur la tête et le Colt à la ceinture. Hein. Ça ne s'invente pas. Ça, par contre, ce n'est pas un cliché. Hein. Quand on a le gros gars de chez Exxon avec son gros cigare, le type, il a son Stetson et son flingue à la ceinture. Voilà. Donc, c'est le gars, quand il dit, quand ce genre de gars dit en 2050, tout le monde aura besoin de pétrole. Et nous, on sera là. Bon, ben, on prend d'où ça vient. Hein, je veux dire, voilà. Mais d'un autre côté, en réalité, les actionnaires, eux, ils sont aussi là. Hein, et ils savent bien que non, le pétrole n'a pas d'avenir. Et du coup, il y a eu une bronca des actionnaires qui ont exigé des investissements dans la capture du carbone. Et donc, ça a donné lieu à ce communiqué de Graciela Cicilniski
où j'exultais. Là, je disais, ben voilà, j'ai attendu ça pendant des années, où elle disait, ben voilà, on va pouvoir avoir des dizaines de milliers d'usines de capture du carbone. Pourquoi? Parce que chez Exxon, même si les gros dirigeants sont convaincus du contraire, derrière, il y a toute une foule de gens qui sont beaucoup plus intelligents et qui savent bien que le pétrole, c'est fini, puis que l'avenir, c'est le carbone. C'est les pétrolières qui disposent de l'argent nécessaire à la conversion. Quand Total dit nous voulons devenir le premier investisseur privé mondial en énergie renouvelable, mais on parle d'investissement en centaines de milliards. Qui d'autre qu'un pétrolier a les moyens de mettre des centaines de milliards dans un seul secteur? Il n'y a personne au monde. Ça n'existe pas, je veux dire. C'est quelque chose, c'est des sommes qui sont absolument faramineuses. Et donc, ça fait que sans les compagnies pétrolières, il n'y a pas de transition écologique. C'est paradoxal, mais sans eux, il n'y a pas. Il faut dépasser la vision moraliste qui pointe du doigt des grands méchants et considérer que ces grands méchants, c'est nous tous ensemble, qui Voilà. sommes cette société. Et cette société est en train d'évoluer. J'en parlais hier encore. Tu sais, on voit beaucoup dans le milieu de l'écologie des gens qui se disent anti-système et qui n'ont pas compris qu'ils sont le système, ils sont les enfants de ce système et que la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre le système, mais de savoir comment on le fait évoluer puisque nous en faisons tous partie. Et donc c'est la même chose pour cette histoire du pétrole. Ce sont des énergéticiens, ce sont les énergéticiens de ce système qui sont en train d'évoluer. Alors, avec un certain conservatisme, on pourrait aller plus vite peut-être, etc. Mais il y a également les financiers derrière qui propulsent tout ça. Et donc, si on dépasse le jugement purement moral, anti-système, anticapitaliste, etc., on s'aperçoit qu'on est dans un processus d'évolution avec des sommes colossales qui sont en jeu et qu'effectivement, ce n'est pas le petit particulier qui va créer l'industrie mondiale de la dépollution dans son garage en bricolant. Ce sont des grandes multinationales de l'énergie. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce point? Oui, c'est bon. Que les gens comprennent que l'humanité a deux très grandes qualités. C'est l'avidité et la cupidité. Le financier, lui, ce qu'il veut, c'est la rentabilité. Il veut du pognon. Et le pognon, il se trouve dans la transition écologique. Donc, il fait la transition écologique. Et il n'est pas immoral, il est amoral. Le financier, lui, il a des enfants aussi. Il veut que ses enfants aient un avenir. Mais pour que ses enfants aient un avenir, il a aussi besoin d'argent. Donc, lui, il fait de l'argent. Son métier, c'est de faire de l'argent. Et faire de l'argent, c'est en investissant dans Total Energy, c'est en investissant dans Shell Wind, donc leur sous-groupe qui produit de l'énergie éolienne, c'est d'investir dans le North Sea Wind Power Hub en mer du Nord. Alors l'investisseur, il investit là. Puis en faisant ça, sa cupidité sauve le monde. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est de l'argent, quoi. Et c'est là que se trouve la rentabilité. Donc les deux vraies qualités humaines sur lesquelles on est sûr de pouvoir compter, c'est l'avidité et la cupidité. La gentillesse, l'amour, le partage, c'est bien, c'est joli dans les livres. Ça fait bien quand on est pauvre et puis qu'on se retrouve entre amis et puis qu'on dit, voilà, un autre monde est possible. Bon, la réalité du monde est un petit peu plus crue. Et le fait est qu'elle est aussi beaucoup plus dynamique. Parce que le partage, parce que de vivre la vie communautaire, c'est pas très dynamique. C'est pas générateur de richesse. Ça n'a pas la capacité de résilience qu'a la capacité financière. Parce que le marché a ceci de particulier. Je sais, c'est abrupt ce que je dis. C'est abrupt, c'est capitaliste, c'est tout ce qu'on voudra. Je sais. Je ne dis pas le contraire. Mais le marché a ceci de particulier, c'est que quand tout d'un coup, on se retrouve confronté à quelque chose, les valeurs explosent. Et à ce moment-là, il y a de quoi devenir riche. Donc, on le fait. Et donc, ça se fait. Et ça se fait très vite. Et ça se fait très vite, très, très vite. Le monde, il change en 10 ans. Moi, je disais en 2010 aux gens, vous ne reconnaîtrez pas le monde en 2015. 5 ans plus tard, on est passé d'un monde en 2010 où il n'y avait pas d'imprimante 3D. Ça existait, le concept était connu, mais
Il n'y avait pas d'imprimante 3D, il y avait pas, l'énergie éolienne coûtait un prix fou. Le photovoltaïque, c'était délirant d'en avoir sur son toit. Ça coûtait 750 balles le mètre carré, c'était impayable, quoi. En 2015, le photovoltaïque avait baissé de moitié. Il y avait des imprimantes 3D dans tous les bureaux, comme il y avait une photocopieuse avant. On est en 2021, maintenant les imprimantes 3D, elles impriment en même temps en plastique, en métal, en céramique, et en plus, elles découpent avec un laser, et même elles font du fraisage. Et tout ça dans la même machine, et ça coûte 400 balles. Maintenant, il y a Mémé qui a pété le bouton de son micro-ondes, elle appelle son petit-fils, il scanne le bouton, puis il le lui imprime. Voilà, puis, ben voilà, Mémé, je t'ai réparé ton micro-ondes. On en est là en 2021. Il faut se rendre compte à quel point ça va vite. On parle de 10 ans. Dans 10 ans, le monde aura complètement changé. Complètement changé. Dans 10 ans, le monde aura réduit sa consommation de pétrole. Réduit sa consommation de pétrole. Des tas de grands constructeurs mondiaux d'automobiles ne produiront plus de voitures thermiques, dont Rolls-Royce, par exemple. Rolls-Royce, très rapidement, avant 2027, ils arrêteront totalement de construire des voitures à moteur thermique. Complètement. Ils abandonnent. Il se vendra bien plus de voitures électriques que de thermiques. Et elles seront interdites, les voitures thermiques neuves seront interdites à la vente dans un tas de pays. Il faut se rendre compte du changement que nous vivons. Je veux dire, c'est énorme, c'est colossal quand même. Et d'ici là, Total Energy produira chaque année 80 gigawatts d'énergie renouvelable. La puissance nucléaire installée en France est de 61 gigawatts à l'heure qu'il est. Eux, ils disposeront de 80 gigawatts d'énergie renouvelable. Donc, ils produiront chaque année, bon an, mal an, au moins 300 terawatts d'énergie renouvelable. Alors qu'aujourd'hui, ils en sont au quart, peut-être même au dixième. Voilà la réalité. Alors, je sais, c'est abrupt de parler comme ça en termes de capitalisme, de pognon, hein, mais le pognon, ça attire l'homme. Hein. C'est ainsi. Hein. L'homme est avide, l'homme est cupide. Et ma foi, ben, c'est là que se trouvent les moyens, c'est là que se trouvent les capacités. Et donc, c'est ce qui nous apporte cette résilience. Je ne me fais aucun souci. Les choses vont se déployer, mais exponentiellement. On est tout au bas de la rampe. Et donc, il se passe des milliers de choses, mais on ne les voit pas. Donc, on croit qu'il ne se passe rien. On a les jeunes, Marche pour le climat, je ne sais plus, le mouvement de Greta, qui Youth for Climate, un truc du genre, qui a 14 millions de membres. C'est énorme. Et tout le monde gueule, ouais, c'est pas normal, on fait rien. Ils voient pas. Il y a des milliers de choses qui se font, mais ils les voient pas. Trop occupés à gueuler, ils ne voient pas ce qui se fait, au lieu de s'informer sur ce qui se passe. Puis la courbe va monter, on va commencer à voir les effets. Il va se passer des choses. Donc, on va voir un article disant, eh bien, nous émettons moins de carbone qu'en 1990. Ah, tiens, boum, un changement. Ça va accélérer. Et là, tout va changer. On verra plus de voitures thermiques sur les routes. Tiens, une voiture thermique. Ah ben, j'en avais déjà vu une hier, tiens. Voilà. Puis ça va s'accélérer. Et à partir de 2030, le monde aura complètement changé. 2030, pas 2050. Et en 2050, moi je dis que le monde sera non seulement neutre, mais négatif. Probablement largement négatif. Aujourd'hui, ça paraît absurde, mais ça va aller tellement vite, il y a tellement d'argent à se faire, il y a tellement de valeur à prendre que ça va aller très vite. Effectivement, quand on raisonne de manière systémique, ça donne des conclusions complètement différentes. Merci Thierry pour tout ce que tu as pu fournir comme idées, comme informations dans cette interview. On en fera d'autres d'ailleurs sur d'autres thématiques de ta pensée, puisque finalement, la dépollution, pour toi, c'est un gros morceau, mais ça n'est pas forcément le plus important, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, on fera un petit peu un tour à travers différentes interviews de d'autres morceaux d'autant plus importants dans ta pensée, comme notamment l'enjeu de l'énergie, l'enjeu de l'emploi, l'enjeu de la transition sociétale. Voilà, donc
par rapport à cette dépollution. Est-ce que tu penses que les choses avancent au bon rythme? Non, 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 il faut aller 10 fois plus vite. Seulement, l'humanité n'a pas encore conçu. Elle commence à peine à comprendre que la capture du carbone est possible. L'idée se diffuse dans les cabinets financiers, donc ça veut dire les cabinets conseils commencent à conseiller à leurs investisseurs d'aller vers la capture du carbone. On en est là. La prochaine étape, c'est de prendre conscience qu'en fait, elle a une valeur, que cette valeur n'est pas constituée par la taxe carbone, par le prix du carbone. Ce n'est pas les entreprises polluantes qui, en achetant leur certificat carbone, qui vont financer le stockage, mais qu'en fait, ce stockage sera dans les objets du quotidien qu'on va fabriquer avec et qui donc deviendront autant de puits de carbone. Le puits de carbone sera notre environnement. Donc ça, c'est l'étape suivante. Puis après, il faudra que l'humanité accepte l'idée que le carbone remplace le pétrole. Et tant qu'on n'aura pas franchi ces étapes, on ne pourra pas aller plus vite. Seulement, par contre, on peut aider à aller plus vite en expliquant, répétant, faisant comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça, et donc pour pouvoir favoriser la prise de conscience. Je sais pertinemment qu'en ressassant, comme je le fais depuis des années et des années et des années, je retrouve constamment dans les articles de médias, dans les commentaires sur Facebook, partout de mes éléments de langage. Ça finit toujours par passer à un moment donné. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Le monde entier dit le contraire, puis là, il y a cette espèce d'illuminé. Mais puis ils se disent, mais c'est logique, en fait. Puis tout d'un coup, il apparaît un article quelque part où on dit la même chose. Ah ouais, finalement, c'est vrai. Parce que le gars qui en parle dans l'article, il utilise d'autres mots. Il ne prend pas le même langage que moi. C'est ça qui est important dans la diversité de l'info. C'est que tant qu'il y a un gars comme moi, un illuminé qui dit des choses, il n'est pas un visionnaire. Mais chaque autre visionnaire de la planète qui a la même vision, qui la raconte avec d'autres mots, donc utilise d'autres arguments, donc présente les choses d'une autre façon qui vient rencontrer celle des autres visionnaires. Et donc, ça forme un tout. Et quand on a été confronté 2 ou 3 fois à la diversité de l'information, un professeur au MIT, un ingénieur lausannois, le visionnaire Curti dans son Pierrot, on se dit, tiens, quand même, il y a des gens qui en parlent. Donc, peut-être que, voilà. Et ça, c'est la clé. Tant qu'on est tout seul à dire un truc, chaque fois en ressassant les mêmes mots, ça ne passe pas. Par contre, quand tout d'un coup, cette information est intégrée, quand elle est acceptée, je n'ai pas envie de dire intégrée, j'ai envie de dire acceptée, alors on intègre l'élément de langage et on le reproduit. Et là, ça se diffuse. Et on a encore 2 étapes. L'étape de la valorisation du carbone, la prise de conscience de la vraie valeur du carbone, qui est intrinsèque. Ce n'est pas qu'on va le subventionner. Parce que finalement, une entreprise polluante qui achète des certificats carbone, puis on utilise l'argent de ces certificats pour le stocker sous terre, c'est une subvention. C'est un système de subventionnement du stockage souterrain. Alors qu'en réalité, le carbone a sa propre valeur. Il n'a pas besoin d'être subventionné. Au contraire, il est une source lui-même de création de richesse. Est-ce qu'il peut y avoir des mesures quand même incitatives pour favoriser le CO2 vis-à-vis des fossiles? Déjà, il faudrait mettre en avant plus le fait que New Light Technologies le fait, que IKEA a signé un contrat avec New Light Technologies. Donc, IKEA va produire des objets en CO2 qu'ils vont vendre. Hein. Ce n'est pas par écologisme qu'ils ont signé le contrat, c'est par cupidité. Ils ont compris que là, tiens, il y a une nouvelle source de plastique avec en plus l'argument écologique. Alors ça, ils vont le mettre en gros sur leur truc. Hein. Et c'est produit en CO2. Ceci est un puits de carbone, mesdames. Vous pouvez acheter notre spatule en plastique normal à 2,50 ou celle-là à 22,60 €, mais vous capturez du carbone. Même si elle revient à 50 centimes, les gens vont l'acheter à 22,60 €. Et Ikea ne va pas se gêner. Hein. Ils vont faire leur beurre avec. Est-ce qu'il n'y aurait pas des sortes de lois imaginables qui pourraient favoriser
l'utilisation de produits à base de CO2 plutôt que de produits à base de fossiles, liés à l'industrie fossile. Il faudrait que l'ONU, que ça se discute à l'ONU. Honnêtement, il faudrait qu'on puisse parler devant l'ONU, devant l'Assemblée de l'ONU, comme l'a fait Greta Thunberg, et puis dire ouvertement que ce qu'il faudrait, c'est interdire mondialement toute extraction pétrolière en 2035. En expliquant bien, pour que ça soit acceptable, parce que ça, évidemment, ça va générer des tas d'objections. Des pays qui n'ont que le pétrole pour fonctionner, comme le Nigeria, tout de suite, non, mais c'est hors de question, on n'a que ça. Hein, donc, voilà. Donc, il faut tout de suite expliquer, mais attention, je ne vous dis pas de vous passer de votre création de richesse. Je vous parle de la remplacer. On va dépolluer le monde. Et donc, vous allez gagner votre vie la même chose. Et pour les financiers, les investisseurs, la rentabilité sera la même qu'au plus fort de l'industrie pétrolière. Faut utiliser des termes forts tels que je vous parle d'une nouvelle période de 30 glorieuses pour le 21e siècle. Parce que c'est ça la clé. On n'aura pas une nouvelle période de 30 glorieuses à 7,5% de croissance comme on l'a eu au 20e siècle, mais on aura une nouvelle période de 30 glorieuses à 2,5-3% de croissance pendant 30-40 ans. Et donc, on va rembourser toute la dette, on va dépolluer le monde, on va générer de nouveaux investissements. Et à la sortie de ces 30 glorieuses, le capitalisme sera confronté au système qu'il a lui-même contribué à mettre en place, qui va le laminer et qui donc va entraîner son attrition et sa disparition progressive. Et vers 2080, le capitalisme ne sera plus l'économie majoritaire et va disparaître, il va s'éteindre, il va connaître son extinction de lui-même. Et un nouveau système économique naîtra que nous, on ne peut pas envisager aujourd'hui parce que nous ne sommes pas la société du futur. On ne sait pas ce qu'une société aussi intelligente que celle dont bénéficiera l'humanité en 2080 sera capable de concevoir. On n'est pas plus capable de le concevoir que Néandertal était capable de concevoir l'ordinateur. Voilà, c'est pour imager. Mais ce qu'on peut prévoir, c'est que les fondements même du capitalisme sont en train de le ronger. Et donc, il va mourir de lui-même, de sa belle mort, et ces 30 glorieuses vont être l'apothéose du capitalisme, avec la population qui va recevoir les fruits de sa contribution directe à l'économie. C'est une autre forme de fonctionnement qui, d'un côté, va créer plus de richesses et de l'autre, va laminer le capitalisme pour le remplacer. Voilà. Mais donc, on devrait utiliser des termes forts comme ça et taper fort en disant nous ne vous proposons pas une économie chiche, nous vous proposons de relancer la création de richesse. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je crois que c'était en Ouganda, ils sont ravis parce qu'ils ont trouvé des nouvelles nappes pétrolières. Ils investissent des milliards pour relancer des nouvelles extractions pétrolières, alors que leur richesse se trouve dans le carbone. C'est des milliards qui sont perdus. Ils n'arriveront pas à épuiser ces nouveaux puits, alors qu'ils pourraient investir ailleurs. Et donc, c'est dommage. L'argent qui est investi dans le pétrole aujourd'hui, c'est de l'argent perdu. Merci à toi, Thierry. Et donc, on se retrouvera pour d'autres interviews sur d'autres points importants de ta vision systémique et de celle que porte le courant constructif. Voilà, merci à toi. À bientôt. À bientôt, Benjamin.